Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue. C'est la nouvelle édition du Cryptost Technical Briefing. Comme chaque semaine, on parle Bitcoin, on parle crypto-monnaie, on parle global macro. Nous sommes le, je sais plus si, mardi 11 février 2025. Alors que le cours du Bitcoin fait toujours face à une conjonction de défis fondamentaux et malgré tout, il s'accroche à son trading range. Alors, ça fait 2 mois maintenant qu'il évolue entre 90 000 et 108 000 dollars, avec depuis quelques séances un marché qui est collé plus ou moins au milieu de cette phase latérale, alors que les défis fondamentaux, la guerre commerciale. Bon, d'ailleurs, je vais vous rappeler dans cette vidéo les meilleurs baromètres à suivre pour la guerre commerciale. L'inflation US, et ça, nous n'avons pas fini d'en entendre parler, même si, souvenez-vous, et je vais le réexpliquer, j'estime que les 2-3 prochains mois vont réserver des bons chiffres. Cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation CPI. Attention, ne sautez pas de joie. N'en attendez pas non plus quelque chose d'incroyable. Les indicateurs avancés disent que ça devrait être stable, au mieux en légère baisse. C'est vraiment à partir de l'inflation PCE de fin février que mes indicateurs avancés et leading indicators, comme disent nos grands amis anglo-saxons, eh bien que j'attends vraiment un drop de ce taux d'inflation, en tout cas sous le seuil de 2,5% de la Fed. Donc oui, la guerre commerciale, le Canada, le Mexique, la Chine, l'Union européenne, bon, finalement Bitcoin ne s'en sort pas si mal, sachant que de toute façon, cette guerre commerciale, la technique de Donald Trump, on commence à la connaître, frapper fort d'entrée de jeu, mais en fait très vite vouloir chercher un accord commercial. Ça, c'est le scénario idéal. Ça, c'est le scénario rêvé de notre cycle. Pour que notre cycle ne soit pas cassé, et moi, vous connaissez mon point de vue, donc là, je ne vais pas refaire la même vidéo. J'estime que le sommet de cycle n'a pas été fait le 20 janvier à 109 000 dollars. Déjà pour des raisons temporelles, vous pouvez reprendre la vidéo de la semaine dernière, mais au-delà de ces raisons temporelles, pour des raisons fondamentales. Et oui, je ne vais pas non plus que travailler l'axe du temps. Des raisons fondamentales. Et pour moi, cette guerre commerciale ne représente même pas un risque de seconde vague d'inflation. J'en parlerai un peu, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur le sujet, mais quand même. Donc, la guerre commerciale, l'inflation, l'emploi US, la croissance économique prospective et la géopolitique, ne l'oublions pas, la géopolitique. Toujours, ça négocie, tractation, Zelensky, Poutine, la nouvelle administration Trump. Bon, voilà, beaucoup de sujets. Et au final, le cours du Bitcoin propose un range. Alors oui, le cours de l'or, lui, fait de nouveau plus haut. Mais d'ailleurs, il y a un arbitrage régulier entre or et Bitcoin. Et si vous prenez les graphiques de long terme, vous verrez que le ratio Bitcoin-or est en hausse. Donc, sur plus longue période, Bitcoin fait quand même mieux que l'or, même si là, c'est lui qui est proche des 3000 dollars et qui a cassé des résistances. Mais bientôt, il passera le témoin à Bitcoin. Ça fonctionne toujours comme ça. Donc, alors, petite nouveauté, mais vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez qu'en général, mes vidéos sont divisées en 2 parties. La première partie, c'est là. Voilà, moi de face. Avec mon super beau canapé, je sais que vous l'adorez ce canapé, avec cette applique. Si vous voulez, je vous dis où je l'ai acheté, vous pourrez en commander des milliers, je sais que vous l'adorez. Et avec mon ultra wide, ça par contre, ça c'est pas de l'ironie, c'est un bon truc. Bon, bref. Et puis le petit Bitcoin. Bon, bref. Ça, c'est la première partie. Voilà. Et la seconde partie, en général, je commente les graphiques, mais on ne me voit pas. Cette fois-ci, je vais rajouter ma bouille en haut à droite du chart. Voilà. Si vous trouvez ça plus fun, vous me le dites. Si vous trouvez que ça n'ajoute rien, que ça sert à rien, et parce qu'en fait, voilà, simplement, je vais mettre une petite cam ici, avec cette lumière-là, et comme du coup, quand je commenterai, parce que là, la cam, elle est juste devant moi, forcément, mais j'en mettrai une deuxième là pour la deuxième partie, et voilà. Donc voilà, je lirai vos commentaires, et si 90% d'entre vous, enfin plus de la moitié d'entre vous me disent que ça sert à rien, et même que ça enlève, je le ferai plus. Au contraire, si les avis sont positifs, je le laisserai. Et puis on mettra un peu de mouvement comme ça en commentant les graphiques. Hop là, on évitera les coups. Alors, première partie, les tons forts fondamentaux de la semaine, il y en a plein, je serai rapide. Deuxième partie, Bitcoin. Je vais donc vous rappeler qu'en termes de saisonnalité statistique et de répétition de cycle, nous sommes dans une période où, dans le passé, ce fut un moment pas trop moche. Hein, voilà, vous savez, hein, j'y vais un peu dans l'euphémisme maintenant. Bon, et ça jusqu'au 20 mars. Bon. On a encore donc un mois 10 jours pour espérer un breakout. En espérant quand même que ça ira pas chasser sous le bas du range d'abord. Ben, c'est possible. Troisième partie, Bitcoin, analyse technique. Ensuite, quatrième partie, j'y passerai un peu plus de temps que d'habitude. Ethereum. Analyse technique, on passera en revue plusieurs critères. Ensuite, BNB, Solana, j'y passerai aussi un poil plus de temps. Et Tao.
en dernière partie. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, première partie de cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Je suis ici. Juste en haut à droite. Alors, j'ai revêtu le bonnet Cryptost. Et donc, les temps forts fondamentaux de la semaine, bien sûr. La guerre commerciale, ça va être le temps fort même fondamental de l'ensemble du mandat de Donald Trump. Les États-Unis qui cherchent à réduire leur déficit commercial avec leurs principaux partenaires commerciaux. Alors moi, j'estime que c'est pas un danger de cycle pour 1000 raisons, mais je vais en rappeler une. Beaucoup pensent que la guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux, donc l'Union européenne, d'ailleurs au passage c'est bien l'Union européenne, checkez-moi ce tableau, qui est le premier partenaire commercial des States, Mexico, Canada, China, je ne sais pas comment on le dit en chinois, je sais juste dire bonjour, ni hao, et les autres. Bref, les États-Unis ont un important déficit commercial. D'ailleurs, pour l'aluminium et l'acier, d'ailleurs, ça y est, il y a 25% de droits de douane, même avec le Canada et le Mexique. Donc, on voit qu'il n'y a pas que le Canada, le Mexique et la Chine qui sont concernés par ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et voilà, en fait, ce que cherche à faire Donald Trump, c'est son obsession. Son obsession. Car pour lui, en fait, avoir un déficit commercial avec un État, c'est le subventionner. C'est comme ça qu'il raisonne. Il considère qu'il subventionne la Chine à hauteur de 300 milliards. Il considère qu'il subventionne l'Allemagne à hauteur de 60 milliards. Et c'est pareil avec le Canada. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut annexer le Canada. Le mec veut annexer le Canada. Il veut aussi faire une côte d'Azur à Gaza. Que voudra-t-il faire de l'Ukraine? La géopolitique, la guerre commerciale, tout ça va continuer d'apporter de la volatilité. Mais la haute finance, elle est plus basique dans son raisonnement, elle est plus terre à terre. La haute finance, elle s'inquiète de quoi? Du risque inflationniste. Les baromètres de la guerre commerciale, je vous en ai parlé la semaine dernière, pensez à regarder en permanence l'USDK, de la valeur du dollar américain face au dollar canadien, il ne faut pas dépasser cette résistance. L'USD-MXN, il ne faut pas dépasser ce ratio de retracement. L'euro-dollar, il faut vraiment s'accrocher à ce support. Vous avez aussi l'USD-CNY, l'USD-CNH, vous pouvez rajouter l'or, le cuivre, le pétrole, bon, voilà un certain nombre de baromètres de la guerre commerciale. Mais le marché s'inquiète du risque inflationniste. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'en veut plus de cette inflation. Et vous avez tous compris que pour que le cycle se relance, pour que le cycle Bitcoin se relance, enfin en tout cas aille au bout du bout, le bout du bout, on va vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, mais le bout du bout, c'est donc entre août et novembre prochain, entre août 2025 et novembre 2025 prochain, il faut que la Fed réengage ses baisses de taux d'intérêt. Pour ça, il ne faut pas que l'inflation reparte à la hausse, il faut qu'elle reparte à la baisse. D'ailleurs, ce mercredi, vous avez la mise à jour du CPI. Je vais en dire un mot. C'est pas encore sur ce CPI que j'attends un truc de psychopathe vers le sud. C'est vraiment à partir du PCE de la fin du mois. Mais simplement, je vous remontre ce que fut le premier mandat de Donald Trump. Ici, j'ai bien choisi l'inflation PCE, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed. Le premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale, elle était acharnée. Elle était violente, notamment entre la Chine et les États-Unis. Là, c'est quand même beaucoup plus smooth dans sa façon de démarrer. Parce qu'on sent que Donald Trump cherche à provoquer pour obtenir des discussions et in fine un accord, bon, qui soit bien sûr favorable aux États-Unis, America First. Ça sera sa politique. Ça ne changera pas. Mais à tous ceux qui pensent que la guerre commerciale fait peser un risque de seconde vague d'inflation. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vague d'inflation? Là, vous avez la vague d'inflation Covid. D'accord? C'est impossible. C'est strictement impossible, sauf un choc hyper... La vague d'inflation Covid, elle avait des raisons structurelles exceptionnelles. La mise à l'arrêt pendant plusieurs mois des économies. Il y a un redémarrage où l'offre et la demande étaient complètement désynchronisées. La guerre en Ukraine, etc. Le premier mandat de Trump, l'inflation, elle a baissé. Et ne me dites pas que c'est la crise sanitaire, puisque la chute de l'inflation, la crise sanitaire, c'est ici. L'inflation était déjà en baisse avant, alors que la guerre commerciale était à outrance. Et une des raisons, je ne vais pas y passer une heure, mais la raison principale à cela est que la guerre commerciale concerne d'abord les matières premières et les biens industriels importés. Or, dans le calcul des taux d'inflation, et je vous ai remis, checkez-moi ce tableau là en bas à droite, la composition
du CPI et du PCE, la Fed derrière le PCE, les services sont dominants. Les services ne sont pas concernés par la guerre commerciale, en tout cas pas directement. Certains le sont indirectement, mais par exemple, prenez l'immobilier. L'immobilier, on n'a rien à secouer de la guerre commerciale. Et ça a un poids écrasant dans le calcul de l'inflation. Et moi, je vous ai déjà expliqué que tous mes indicateurs avancés de l'immobilier étaient optimisés. Bon, bref. Alors ça, c'est pas, on ne fait pas de vidéo sur l'inflation. Mais tout ça pour dire que cette semaine, vous avez donc une mise à jour de l'inflation CPI. Donc, le CPI, actuellement, il est à 2,9 en nominal. Il est à 3,2 en sous-jacent. D'accord. Rappelez-vous, moi, tout l'argumentaire que je vous ai fait sur l'effet de base, en expliquant qu'à partir de février, l'effet de base serait favorable. Regardez-moi, oh, comme de par hasard, je ne sais pas à qui j'ai piqué cette expression, regardez-moi ça, comme de par hasard, depuis qu'on est en février, l'effondrement de Trueflation, l'inflation temps réel. Ben ça, c'est parce que l'effet de base est favorable. Alors, attention, l'effondrement que vous voyez dans Trueflation en février concerne février. Et rappelez-vous ce que j'ai expliqué, l'inflation de février, et oui, elle est publiée en mars. Et donc c'est pour ça qu'il faut être patient. Je sais, c'est chiant, il faut l'être. Donc ça, vous allez le voir en mars. Et là, cette semaine, demain, mercredi, vous avez le CPI du 12 février, et qui concerne janvier. Ça concerne janvier. Alors que l'inflation à temps réel, vous allez le voir dans les chiffres de mars. Enfin, voilà, donc c'est pour ça. Il y a ce décalage permanent. Enfin, en tout cas, pour l'inflation CPI de demain, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est un des outils que j'utilise beaucoup, nous dit que ça va baisser légèrement. Mais vraiment, à partir de février, il y a des baisses significatives. Alors bien sûr, si d'ici là, la guerre commerciale part en vrille complète, à coup de droits de douane agressifs dans tous les sens de 40%, ou un autre, il peut y avoir effectivement un rebond du taux d'inflation, alors notamment des biens industriels, de certains biens à la consommation, mais encore une fois, ce n'est qu'une petite composition de l'inflation. Il y a d'autres éléments derrière qui ne sont pas impactés. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète pas trop, mais bien sûr que ça viendrait freiner la baisse des taux d'inflation. En tout cas, au stade actuel, on attend du bon sur ce terrain. Dans les fondamentaux, la semaine dernière, vous avez la baisse du taux de chômage aux États-Unis. Alors, bien sûr que la baisse du taux de chômage fait que désormais, le marché. Alors, d'ailleurs, la haute finance est beaucoup plus pessimiste que la Fed, puisque le marché n'envisage pas de reprise de la baisse des taux de la Fed avant le 30 juillet. Alors que si vous agrégez les anticipations de la haute finance avec celles du comité de politique monétaire de la Fed, on reste sur le 18 juin. Moi, une petite chose me dit, dans ma tête, une petite idée me dit que, sauf fait exceptionnel, ce que j'ai dans mes leading indicators de reprise de la désinflation, je ne serais pas surpris qu'en fait ça reprenne le 7 mai. Si ça reprend le 7 mai, c'est cool. C'est ce dont nous avons besoin. Enfin, en tout cas, voilà. Ça, ce sont les fondamentaux à surveiller, et c'est toujours les mêmes, et voilà. Alors maintenant, Bitcoin, la saisonnalité est favorable. Bitcoin, la saisonnalité est favorable jusque 1 mars. Donc ça, c'est quelque chose. Je vous ai déjà beaucoup parlé, la fameuse saisonnalité de répétition de cycle. Bien sûr, ça crée un contexte favorable d'un point de vue. Ça crée un contexte favorable. J'ai envie de m'amuser un peu. D'un point de vue statistique et de répétition de cycle. Voilà, quand j'insiste, je grossis le truc, et là je la remets en toute petite. Rassurez-vous, ça va m'amuser 2 minutes, et puis je rattrape ça. Et donc, maintenant, il faut que le fondamental, en fait, c'est comme si vous aviez un athlète sur une piste d'athlétisme, le mec est chargé à bloc, peut-être qu'il se dope, on ne sait pas, il est prêt à partir. Ça, c'est le contexte statistique et de répétition de cycle favorable. Maintenant, pour qu'il parte, il faut que l'arbitre donne on va parler d'arbitre, je pense, le top départ. En général, tire un coup de feu à blanc. Bon, si la poudre est mouillée et que sais-je, machin, s'il n'y a pas de coup de feu, le truc part pas. Ce que je vous dis, c'est que le cadre statistique et saisonnier est favorable. Maintenant, il faut un fondamental. Et donc, ça, le fondamental, il faut piocher dans la guerre commerciale, la géopolitique, l'inflation, l'emploi. Il faut un truc qui nous libère. Sinon, on n'en profitera pas. Donc, là, on avance dans le premier trimestre, on en est quasiment à la moitié.
on n'est qu'à plus 4 contre une moyenne de plus 50. Ça me rappelle un peu le quatrième trimestre 2024. Février, on est à moins 4 contre une moyenne à plus 14. On est quasiment au milieu du mois. Rappelez-vous que je vous avais expliqué que le mois d'octobre, qui est le meilleur mois d'histoire de Bitcoin, avait été bearish jusqu'au 11 octobre, avant de bien finir. Est-ce qu'on va reproduire ce modèle en février? En termes de répétition de cycle, en termes de répétition de cycle, pardon, où est mon truc là. En termes de répétition de cycle calendaire, nous sommes en noir. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment notre cycle à nous interagit avec le cycle de 2016 en bleu. Et ça, je le relève depuis le début du cycle. On passe en fait beaucoup de temps entre les deux. Donc là, 2020, nous, et 2016. Les dates que je donne, c'est les dates du halving. Vous avez tout pigé. Donc on s'est désynchronisé de 2020, mais on est encore en fait dans un autre 2. Et j'aime beaucoup comment on agit, on interagit avec la courbe de 2016. Donc ça, c'est aussi pour vous rappeler que le cycle, il se termine ici. D'accord? Enfin, alors, si on fait comme 2016, on va quasiment jusqu'à décembre 2025. Si on fait comme 2020, on va vers octobre-novembre 2025. Bien sûr qu'on ne va pas rigoureusement faire pareil. C'est pour ça que moi j'ai une fenêtre qui dit août-novembre. Août, je vous l'ai déjà expliqué. C'est en rapport avec d'autres métriques de mesure de cycle. Donc ça, vous reprenez mes 2-3 dernières vidéos. Mais en tout cas, on voit bien que fin février, en répétition saisonnière, c'est un cadre plutôt favorable. De la même façon, je joue avec tellement de trucs, excusez-moi, ça fait un peu de temps. En termes, donc nous sommes aujourd'hui 297 jours après le halving. Donc vous connaissez mes 3 façons de comparer les cycles. Nombre de jours depuis le halving, nombre de jours depuis le point bas du bear. Donc l'analyse technique, c'est tout con. C'est des couleurs, du vert, du rouge, du bleu, du noir. Et un axe des prix et un axe du temps. Il faut travailler les deux, surtout dans un marché cyclique. Même l'or a ses cycles. Et c'est vraiment génial lorsque on trouve des confluences entre l'information que nous donnent les prix et l'information que nous donne le temps. Ça, c'est carrément excitant. Bon. Donc alors déjà, on voit très bien qu'on a de la marge par rapport à la fin de cycle, en tenant compte du nombre de jours qui nous séparent du bear market précédent. Mais nous sommes 297 jours après le halving, et les 2 cycles précédents, et en particulier 2016, ça y est, 2016, lui, à 297 jours après le halving, a enfin cassé son ex-ATH, et il est parti en fusée. Le truc est passé de 1000 à 20 000. Voilà, donc on ne fera pas x20, rassurez-vous, c'est impossible. Et c'était le cycle de 2016, il nous a fait ça. Et ça s'est terminé en décembre. Nous déjà, si on va chercher entre 128 et 145 cette année, c'est cool. Mais nous sommes 297 jours après le halving, et lorsque vous comparez notre cycle à nous en rouge avec 2016 en orange et 2020 en vert, on voit qu'on a une fenêtre de pump jusqu'à 337 jours après le halving. Donc ça nous donne grosso modo du 20 mars. Ensuite, il y a une correction. Ça, c'est l'enseignement halving. Alors, on voit qu'on a eu une légère désynchronisation, en fait pas vraiment sur 2020 qui se prenait ce drop, on n'a pas pris son pump, et on voit qu'on essaye de tenir. Il y a eu une espèce de range là, de flat autour des 95-96K. Bon. Donc voilà, on est dans une fenêtre statistique et de répétition cycle favorable. C'est tout. Maintenant, il faut le fondamental. Il faut le fondamental pour ne pas partir au sud. Et si on a une news qui est favorable, on va se resynchroniser. Alors, d'un point de vue de l'analyse technique, on va faire simple. Tout le monde a pigé où est-ce que nous en sommes. Là, je vous ai remis tout notre cycle. Donc, le bear market précédent s'était terminé en novembre 2022, après la fête d'FTX. En novembre 2022, fin du bear market. Regardez le précédent cycle. Le précédent cycle s'était terminé en novembre 2021. Un bear market, ça dure 1 an. Et ça se termine en novembre 2022. Nous, notre cycle, on en attend la fin, allez, en octobre-novembre 2025. Et ensuite, il y aura un bear market jusqu'en octobre-novembre 2027. Et donc, notre cycle à nous, d'un point de vue technique, est assez régulier. Il est chiant, mais régulier. Impulsion, alors, range, breakout. Range, breakout. Range, breakout.
range, breakout. Il était chiant celui-là. Range, breakout. Range, et on a encore range. Range. Et donc, à un moment ou à un autre, on attend breakout. The question is, combien de temps on passe dans le bas du range? Et the question is, si vous prenez certains trading range précédents, par exemple celui-ci, on avait fait une petite chasse au stop en dessous. Regardez ici. On avait fait une petite chasse au stop. Est-ce qu'il manque une chasse au stop? Vers les 80... Voilà, mais ça permet de reprendre du recul. Mais moi, je reste convaincu que nous aurons quelque part, et reste à savoir, en fait, la question, c'est l'axe du temps, regarde en bas, c'est l'axe du temps. Je pense que nous aurons cette petite bulle verte et un breakout. Et qu'on pourra développer davantage le cycle. Est-ce qu'on va l'avoir d'ici le 20 mars? J'aimerais bien. C'est vrai. On a des éléments de statistiques favorables. Bon. Faut attendre le signal. Regardez, aucun signal n'a été un piège. Breakout, ça part, breakout, ça part, breakout, ça part, breakout, ça part, breakout, ça part. Donc quand il y aura le breakout, ça partira. Les positions vendeuses ont très brièvement repris un peu la domination la semaine dernière. Ça correspond souvent à des bas de consolidation. Bon, toujours la même chose. Donc, alors vous avez pigé, hein, nous sommes dans mon hypothèse, donc la grande 5. Alors, j'ai toujours deux options. Est-ce qu'on a fini la sous-4 de la 5 et qu'on est déjà dans le décompte de la 25? On a fait ici une sous-1, une sous-2. Ça tient la route parce que, bon, déjà, la mèche est là, donc c'est encore au-dessus. Mais surtout, le cours de clôture est ici. Donc, ça tient la route encore plus en clôture. L'autre option possible, ABC, en fait, on a fait la 4 là. Et donc là, en fait, on commence à peine la 5. Ou, encore autre option, il nous manque un cours de clôture ici pour finir la 4. Dans tous les cas, c'est une 4. Donc, pour moi, derrière, il y a la 5 de 5. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est en 5 de 5? Bien sûr, ce qui nous permettrait de dire qu'on est en 5 de 5, c'est de faire ce fameux breakout. Ok, mais on va quand même serrer un peu le timing. Moi, je pense que refaire un breakout des 100K, ça suffit. Genre, une belle clôture au-dessus des 100K, c'est bon. Pour l'instant, on l'a pas fait. Donc, tant qu'on l'a pas fait, on n'est pas à l'abri, par exemple, de ce qu'on avait eu ici en août, cette mèche sous le range. Ici, ça avait été un gros range et on était venu faire la mèche en dessous avant de repartir. Voilà. Donc ça va dépendre un peu des fondamentaux. Mais il faut dépasser une résistance pour donner le start. Et quand j'enregistre la vidéo, c'est pas le cas. Pas encore le cas. Alors en intraday, bon, dans l'hypothèse où on a déjà fini la 4, on aurait fait la sous 1, peut-être la sous 2. C'est vrai que ça a retracé 61,8. Bon, enfin bon, là, c'est... Voilà, on trouve toujours des trucs. J'aime beaucoup le fait que la market cap totale fasse une sorte de structure en zigzag au-dessus de l'ancien record historique. C'est une structure classique, c'est pas mal. Ça peut relancer. Total 3, les alts, j'aime beaucoup aussi le retour sous l'ancien sommet et une structure en zigzag. Alors que le Bitcoin, il nous fait plutôt régular flat. J'aime bien aussi. Bien aussi. Alors, donc, oui, ensuite, je voulais, alors, que j'allais chercher, on va parler d'ETH. Nous allons parler d'ETH. Par contre, j'ai complètement oublié d'aller chercher ce que je voulais vous montrer sur ETH, donc pardonnez-moi. Je vais le chercher. Je laisse le temps de boire un petit kawa. Boum. Voilà. We are good. We are good, my friends. Alors, sur ETH. Il est où là? Donc oui, alors, même tout pour la semaine dernière. Hein. Moi, j'ai pas changé d'avis. Je vous confirme une anticipation haut de cycle à 5500. Et on est dans une vague 4. Comme Bitcoin. Sauf qu'elle est à baisser, beaucoup plus longue. Complète, c'est un régular. On est revenu chercher la base de départ de la fin 2024. Regardez ce qui avait déclenché le signal de la reprise de la hausse suite à Trump. C'était le dépassement des 2816. Ce niveau, vous voyez. Le dépassement des 2816. Donc là, c'est pareil. Il faut redépasser 2816, comme ici, et on repart. Ce serait
Ça va être l'équivalent des 100K de BTC. Il y a une bonne façon aussi de travailler ETH, c'est bien sûr le cross ETH BTC. C'est intéressant que le cross ETH BTC soit revenu au point de départ. Déjà, là, c'est un cycle de 4 ans. Il y a 4 ans qui nous séparent d'ici à ici, donc c'est comme Bitcoin. Et puis là, c'était le point de départ de l'envolée. Donc si ETH BTC réussit à nous faire une structure à repartir à la hausse, c'est favorable. C'est tout ce qu'on note. On a un retour au point de départ, on n'a pas encore de signal de force, ni de dépassement de résistance. Mais si vous regardez par exemple alors, la matrix de l'Open Interest, on a quasiment un retour de l'Open Interest ETH sur l'ancien sommet, donc ici, qui va retrouver, ça va retrouver un support. Si vous regardez du côté des ETF ETH, on a quand même eu une journée record d'inflow dans le drop. Donc on sent qu'il y a de l'intérêt, on sent que la haute finance se dit quand même, un autre, faut pas déconner. Un autre, faut pas déconner. Ici, c'était une superbe opportunité de revenir dans cette zone. Donc je pense que certaines mains fortes ont chargé. Chargé. Mais encore une fois, on ne s'emballe pas. Tant que Bitcoin n'a pas quitté cette configuration très relou de trading range. Ce qui pour moi arrivera, finira par arriver. Oh, BNB. Alors le BNB, il a fait sa petite chasse à la liquidité, sa petite chasse au stop. Vous savez, regardez ce que ça fait le BNB quand ça dépasse son ancien ATH. Ça part en vertical. Ça finira par arriver. Donc il nettoie par ici, hein, il chasse. D'ailleurs, en Ishimoku, c'est propre, il a juste tout fait une touchette sur le Kubo. Donc au-dessus de ça, c'est bullish. D'ailleurs, à court terme, on a repris les 605, c'est pas dégueu. Est-ce qu'il fallait vraiment tester la trendline? J'en sais rien. Ça reste le dernier risque, mais toute cette zone-là, toute cette zone-là, c'est vraiment zone d'achat à long terme. Et ça finira par passer. Le sol, lui, tient bien, il s'accroche à cette trend. EMA 200, SMA 200. C'est un peu comme BNB. Au-dessus du Kumo Weekly, c'est propre. Ça tient bien. On sent quand même une forme de résilience sur le jeton. Dans l'attente des ETF. Tao, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Vous avez une grande 1. Une 2. Et ici, potentiellement, soit on est encore dans la 2. Alors, ça peut être aussi une 2. Ça peut être le début d'une 3. On a fait une 1. Et on serait dans la 2, 2, 3. Ça peut être une 2, 2, 3. On a retracé entre 61,8 et 78,6. Et le fait d'avoir repris cette zone des 350, 370, c'est bullish. Donc, je suis à nouveau bullish au-dessus des 370. Et il n'y a plus qu'à faire exploser EMA 200, SMA 200. Et on est bien. Et on est bien. Voilà les amis. Merci d'avoir écouté le Cryptos Technical Briefing. Salut.